Bonjour à tous, on est super content de vous retrouver pour ce deuxième épisode de Behind the Cards. Avant de commencer, on tenait sincèrement à vous remercier pour l'accueil que vous avez donné au premier épisode qui était dédié au clan Forgotten. À la lecture des commentaires, on s'est rendu compte que c'était un épisode qui avait beaucoup plu et vous voir partager vos cartes préférées, vous voir découvrir aussi des personnages au travers des explications qu'on a pu vous apporter, ça nous a fait vraiment plaisir. C'est quand même nouveau pour nous car on a l'habitude d'avoir la tête derrière nos cartes. Et c'est la première fois qu'on expose en fait ce travail-là de lore et de storyboard, de mise en scène sur les cartes. Et du coup, de voir votre engouement dans les commentaires nous a extrêmement fait plaisir. Durant l'épisode 1, on a abordé les problèmes qu'il y a dans le Rift à travers le chaos environnemental, la dureté de la vie, et cela en mettant la caméra sur le clan Forgotten. On a parlé des secrets qu'il y avait derrière les cartes, mais aussi de l'implication des auteurs durant le processus créatif. Et là, dans cette vidéo, nous allons vous parler d'un des clans les plus puissants du Rift. J'espère que vous êtes prêts. Ok, let's go. Ah, du coup, ça. Donc, durant le premier épisode, on a très bien compris qu'il y avait des problèmes dans le Rift, que c'était très dur de trouver à manger ou à boire, et aussi des problèmes liés à la gravité, au chaos qu'il y a dans le Rift. Du coup, on a abordé la question de l'alimentation dans le Rift, qui est un des combats du quotidien, on va dire, des Forgotten. Et c'est un aspect de la vie dans le Rift sur lequel les Moimas ont un assez gros pouvoir, dans le sens où c'est un clan qui dispose des secrets, en tout cas, qui permettent de cultiver, faire pousser des choses dans le Rift, car c'est un environnement qui est assez infertile, assez aride et tout ça. Un des seconds aspects les plus importants qui font que les Moimas sont aussi puissants dans le Rift, c'est la manière dont ils sont structurés. En fait, les Moimas, c'est un clan qui est éparpillé un peu partout dans le Rift et qui est divisé en plusieurs petites tribus, plusieurs petits clans, si on peut dire ça comme ça. Ouais. Et chacun de ces clans est structuré de manière horizontale et sont globalement dirigés par des femmes. Donc de manière horizontale, on dit que c'est des clans matriarcaux. Et de manière horizontale, ce qu'on entend par là, c'est qu'ils prennent des décisions ensemble, avec des chefs dans chacune des petites tribus qui discutent entre eux. Et dans la collection Rift, du coup, on a mis le focus sur un des clans en particulier. Que les auteurs ont nommé la tribu des lames, ou le clan des lames. Et c'est la tribu où vit Isalis, Aurel et notamment d'autres personnages comme Mara que vous avez pu voir dans le trailer de la saison 3. Et du coup là on a le personnage de Jolo, donc c'est une sorte de garde, mais également un maître d'armes qui entraîne des jeunes Moïma au combat. Et ce personnage-là, on peut le voir sur sa carte standard en train de garder une sorte de porte qui mène en fait à une grainothèque, donc c'est la bibliothèque où il y a toutes les graines du clan Moïmas, toutes les plantes qu'ils ont emmagasinées et trouvées, les plantes rares qui leur servent en fait, à faire pousser les plantes. On peut le voir un peu rêveur et on peut remarquer qu'il y a deux enfants qui essaient soit de s'introduire dans la grainothèque ou alors de lui faire une farce. Pour cette carte-là, on avait une idée qui était de créer un bon contraste assez sympa entre la carte standard et l'alternative. Le but, c'était de montrer que dans la carte standard, c'est un personnage qui est un peu décontracté. Au premier abord, on se dit c'est pas un personnage qui a l'air très sérieux, quoi. Il est assez, il prend son rôle à la légère. Sur la carte alternative, l'idée c'était de le montrer en tant que mentor, que maître d'armes du clan des lames. Donc on le voit de nouveau avec ces deux petits garçons qui essaient de se faufiler derrière lui, sauf que cette fois on est sur une scène d'entraînement. Donc on peut voir qu'il y a un côté qui est quand même beaucoup plus sérieux. En tout cas les enfants ils ont l'air de prendre leur entraînement vachement au sérieux. Avec une composition assez dynamique dans le positionnement de jambes, dans la tenue des bras. On voit que Joe il est plutôt à l'aise à l'aise dans l'exercice, il maîtrise la situation. On plane toujours sur cette image-là de quelqu'un de pas sérieux parce que là, on fait un arrêt sur image alors qu'il va tout juste se prendre un coup de pied. On ne sait pas s'il va maîtriser la situation ou s'il va se la prendre en pleine face, mais je pense je laisserai les gens interpréter à leur façon. En tout cas, moi, j'ai ma propre... Oui, c'est vrai qu'on dirait qu'il maîtrise la situation, mais on voit bien que le gosse de derrière s'apprête à lui mettre un bon coup de pied dans les côtes sur le côté. C'est ça. Il y a une bonne dynamique de mouvement. C'est vraiment combo de cartes qui est super cool. Deux illustrations qui ont été faites par le studio Lemon Sky.
Ce qui est sympa avec ce studio-là, c'est que ce n'est pas un seul artiste qui fait les illustrations. Il y a une équipe de plusieurs artistes donc, qui passent par plusieurs étapes. Donc, un artiste qui fait le storyboard, le sketch, un autre qui fait le color blocking ou le color sketch, et d'autres qui font le rendering et la finalisation. Voilà pour Jolo. Voilà pour Jolo. Et ce serait laquelle t'as préféré entre la standard et l'alternative? Bon, bah, moi, je pense que ce serait l'alternative. J'aime bien la pose avec les gosses. Ok, ok. Moi, c'est la standard du coup parce qu'il y a des lumières chaleureuses et un aspect rêveur. Il me fait penser à Kakashi dans Naruto. Pour le côté avec Le le côté, masque. ouais, le Le masque casque. et même en termes de feeling. Un bon potentiel derrière le personnage. La prochaine carte, c'est une créature qui s'appelle le Kuiragi ou le Kiragi, ça dépend de. Moi, je dis Kuiragi. Toi, tu dis Kuiragi, moi je dis le Kiragi. Vous le dites comme vous voulez. Vous pouvez même dire Kiraji si vous voulez. Il Kiragi. n'y a pas de souci. Donc, anciennement appelé le Rapidosaure parce qu'on lui avait pas encore trouvé de nom à l'époque. Et l'idée, en fait, c'est d'avoir la monture du Rift, la monture qui s'est adaptée à l'environnement du Rift. Bah, d'ailleurs, avant d'arriver à ce résultat-là, on a eu beaucoup d'itérations. Vous pouvez voir les concepts. On n'était pas très sûr du résultat qu'on voulait et de la cible aussi qu'on voulait toucher. Parfois, ça faisait trop chocobo dans Final Fantasy. Il y avait trop un aspect mignon, limite manga, ou parfois trop félin et c'était pas le mood que ça voulait renvoyer. Et même d'autres fois, il faisait trop dinosaure. C'est pour ça qu'on l'a appelé le rapidosaure, parce qu'il court vite et que c'est un dinosaure. Et c'est une créature que j'avais du mal à intégrer. Bon, on avait passé tellement de temps à essayer de lui trouver une forme, en quelque sorte. Et quand on l'a donné au studio Polar Engine, à l'équipe de Fajareka, quand ils nous ont fourni les illustrations, il commençait déjà à se dégager quelque chose. De fou. Sur le visuel, la carte standard, elle est super chaleureuse. C'est ça, L'intention dans le dans visage, le la visage, dans le lumière. regard. Ouais, Elle dégage quelque chose de positif, cette créature. Tu sens qu'elle est plutôt docile. ouais. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que c'est une créature qui a évolué après le Blast. Elle a des aspects, en fait, qui font que c'est une bonne monture dans le Rift, grâce à ses pattes arrière qui sont assez puissantes, ses petites ailes qui permettent de planer un peu. Et en fait, cette créature permet, en fait, de traverser des grosses crevasses ou des failles de gravité. Et voilà, je pense que c'est une monture de choix, si on devait traverser le Rift. Avec le taki, tu as le choix. Tu choisis T'as le entre choix, le oui. taki Moi, le ou taki, c'est le plutôt pratique monture de voyage, ouais, pour pour transporter transporter gros. des choses avec toi. Ouais. Bah, du coup, sur la carte standard, on l'a à l'état naturel. Et puis sur la carte alternative, on voit justement cette mise en contexte de monture du Rift avec un personnage qui n'est pas n'importe qui, puisque c'est un personnage du clan des Lames, un membre du clan des Lames, C'est ça, une ouais. membre même, sur laquelle on va revenir juste après, puisque c'est un personnage qui est présent dans la collection de cartes. Donc voilà, Et on on peut, disait que c'était une monture qui court assez vite, qui est capable de couvrir des longues distances. mais qui est plutôt peureuse, je dirais, parce que vu son expression là, Bah là, dans ce contexte-là, quand tu regardes, quand tu vois par quoi elle se fait parfois c'est courser, coursé, ouais. c'est pas cool. D'ailleurs, pareil, la créature qui la poursuit s'appelle Lascaros. Lascaros. Donc c'est une créature que vous avez peut-être déjà pu apercevoir dans le trailer Rise. Transition parfaite pour la prochaine créature. Ah, c'est qui? C'est l'anime? C'est le Célanum, qui est une créature rattachée au clan Moimas, qui vit dans le bassin où vivent le clan des Lames. Du coup, je sais que c'est des concepts qui ont été faits en interne par un artiste talentueux qui s'appelle Gabriel Uribe. Je pense que c'était la personne parfaite pour illustrer cette expression-là de sagesse à travers cette créature. C'est une créature qui fait un petit peu écho à un aspect important du clan Moimas, qui est la thématique de l'héritage, de la transmission. Du coup, sur la carte alternative, là, on peut voir un contraste assez intéressant entre les profondeurs aquatiques et l'air extérieur. Et là, on peut remarquer que le sélénium s'est rapproché de la surface. Il s'est rapproché en fait de la pirogue qu'on peut voir sur la carte standard, si on zoome un peu. Qui est bien caché dans le fond. Il y a un échange assez intéressant entre la petite fille et son papa, en fait, qui est sur la pirogue. Et là, je vous invite à lire les descriptions lore qui sont très intéressantes et qui en disent plus à propos de cet échange. Un truc un petit peu rigolo qui a drivé aussi la créature, enfin la création du Célanum, c'est que il y avait un petit peu cette idée que dans chacune des tribus du Rift et le clan des Lames, on a une chef, une Adi, comme on dit. Ouais. Et l'idée, c'était de montrer que avec cette créature, dans la nature, on trouve toujours plus sage que soi. Ouais. Peut-être même qu'il vit plus longtemps. Et Exactement, voilà, c'était un petit peu l'idée du Célanum. Et là, du coup, on Prochain enchaîne. personnage. Ouais, prochain personnage. Orchid. Personnage de Orchid.
Du coup, Orchid, pour le coup, c'est l'occasion parfaite de parler d'un aspect de l'organisation du clan des Mohimas. Orchid est un récolteur, donc c'est un jeune adolescent, un enfant en fait, qui est formé pour sortir à l'extérieur et trouver des graines rares, des plantes que le clan peut exploiter. Et en fait, sur la carte standard, on peut voir qu'il est bien équipé pour cette mission, qu'il a de quoi récolter des graines, de quoi se défendre en cas de danger. Et vous me direz pourquoi on choisit les enfants et les adolescents pour ce genre de mission. C'est que c'est les plus à même à atteindre des endroits inatteignables par des adultes. Et c'est pour ça qu'Orchid prend très au sérieux sa tâche, même si on peut le voir en train de s'amuser avec un casque de vieux soldat Montry et en train d'utiliser le geste de blaster des soldats Montris. Mais Moi, ce que j'aime bien sur la standard, c'est le traitement globalement de la guerre des héros qui est un petit peu décalé, quoi. On sait que la guerre des héros, c'est un événement hyper tragique et tout ça, et lui, ça l'amuse de retrouver des reliques de... C'est à la fois un récolteur de grades, et en même temps, il ah, aime bien les petites reliques et les petits trucs qui racontent des histoires, parce qu'il doit sûrement lui-même se raconter des histoires sur la guerre des héros. c'est ça. Donc voilà, il récupère des graines, récolte de la sève pour le clan Mohimas, qui est après étudié à la fameuse grainothèque dont La on a graine, parlé ouais, avec Jolo. précédemment. Et c'est pour ça que là, sur la carte alternative, on peut le voir dans cette fameuse grénothène, en tout cas une partie de la grénothène, où sont stockées la plupart des plantes et des graines et des sèves que Orchid récolte. Le temps change un peu avec Orchid, parce qu'on peut le voir très, très sûr de lui, très déterminé, comme s'il avait foi et confiance en sa mission, en la quête dans laquelle il est dévoué. On le retrouve en train de stocker ses graines, d'admirer les graines et les plantes qu'il a déposées dans la grainothèque. J'aime beaucoup, moi, la composition avec toutes les petites capsules de graines, et puis globalement sa position, même avec la main en dessous d'une des capsules. Bah, comme tu disais, ça renforce vachement ce côté, euh, comment dire, la puissance ou l'importance du lieu que le lieu Exactement. revêt à ses yeux, et probablement aussi l'importance que ça revêt pour le clan Et en général. c'est pour ça que là, il est plutôt sérieux dans la démarche. Mm. Ça reste quand même un lieu sacré, un Mm. lieu protégé par les Mohimas. Et d'ailleurs, là, on peut voir qu'une infime partie de la grainothèque. Je pense qu'elle est plus grande que ça et que chaque plante a l'endroit parfait et dédié pour elle. Une grande bibliothèque de graines. Exactement. Du coup, là, on passe à un nouveau personnage. C'est le personnage de Lifem, donc une agricultrice du clan Mohimas. L'agriculture est un aspect important du clan. C'est pour ça qu'on a décidé de mettre en avant ce personnage-là qui en a fait son activité. On peut dire majoritairement, ce sont les femmes qui se chargent de l'agriculture. Mais c'est même que les femmes, ouais. C'est même que les femmes. Ouais. Donc l'illustration a été faite par le studio Polar Engine et on a beaucoup réfléchi à la mise en scène de la carte. On voulait quelque chose avec un angle de caméra plutôt original et on a longtemps hésité à mettre la caméra sous l'eau ou la montrer directement en train de faire de l'agriculture. Et on s'est dit que la meilleure façon de faire, c'est de la montrer en point of view et de la montrer directement en train de faire cet acte-là, de planter une plante et de la montrer à travers le reflet de l'eau. Sur l'alternative, du coup, elle est plus toute seule, elle est accompagnée d'une jeune Mohimas qui ressemble beaucoup à la petite qu'on a découverte dans la carte du Sélanium. On retombe en tout cas dans cette thématique super importante du clan Mohimas qui est l'héritage, la transmission. Il y a un truc super intéressant qui est rattaché à ces plantes qu'elles font pousser et qu'elles récoltent Ouais. au travers de leur couleur. Ouais, Parce que c'est au travers du traitement de une cette fois plante. traité, ouais, ça crée la teinture en fait qui est propre à ce clan-là, qui est une teinture bleue qu'on peut retrouver chez la majorité des personnages. Le fameux bleu Mohimas. Le bleu Mohimas, ouais, si bien dit. Moi, ce que j'aime bien, c'est que sur cette carte, on commence à avoir un super aperçu de l'environnement dans lequel elles vivent. On a quelque chose qui est très vert, très bleu. Ça fait presque un petit peu paradisiaque, un peu rêvé. Contrairement à toutes les cartes Forgotten où globalement on était dans des tons qui étaient assez durs. Quand même, on sent à travers le background qu'ils ne sont pas quand même en extérieur. Non, ils sont pas en extérieur. Ouais. Ils sont dans des sortes de grottes immenses. Et je pense que ça fait la transition parfaite pour parler des cartes terrain, des cartes environnement. Réalisé par Théo Di Malta, encore une fois. Vas-y, ensemble. Et du coup, là, à travers ces cartes de Théo Di Malta, on peut découvrir où évoluent tous ces personnages-là. Donc, c'est dans une sorte d'oasis cachée dans des grottes, à l'abri du soleil.
à l'abri aussi des vibrations. Un petit cocon protecteur qui s'appelle La ruche. la ruche. La ruche, c'est l'endroit où vivent ces personnages-là qu'on a illustrés, des personnages du clan des lames. Donc là où on peut retrouver Isalis, Aurel, Groma, etc. Il y a un truc qui est assez cool sur ces illustrations, c'est que tous les personnages qu'on vous a montrés là précédemment, bah, on retrouve ces éléments sur cette carte terrain. On retrouve sur la carte standard la fameuse pirogue. On peut apercevoir aussi un espèce de quartier habité, construit à même les parois de la grotte. La grotte sur les hauteurs. Sûrement là où se trouve Jolo en train de monter la garde. On retrouve sur la carte alternative les terrasses agricoles, les bassins dans lesquels elles font pousser pousser des certaines plantes. plantes, de la nourriture. Et notamment, moi, je pense que la granothèque se trouve au milieu de l'illustration alternative. Je pense même que Jolo, c'est ici qu'il fait sa garde. Et je pense que c'est des illustrations où, quand on zoome, on peut très vite voir les constructions des Mohimas, leur façon d'agencer, en fait, de respecter la nature. Moi, j'aime beaucoup aussi le bleu. Enfin, je trouve que le bleu qu'il a choisi, il est vraiment chouette au niveau des lumières. Ça donne vraiment le côté paradisiaque très... On a l'impression de voir des nuages, tu as l'impression d'être dans un petit truc un peu paradisiaque. Et surtout à travers ces sortes de plantes bulles qui émanent de la lumière aussi. Donc on peut se dire que la ruche est à l'abri de la lumière, mais on a quand même de l'éclairage naturel à travers ces plantes-là qui émanent une lumière bleue qui est propre aussi à ce clan. Il y a un truc qui est super intéressant avec ces plantes bulles, c'est que quand on regarde sur la carte standard, parce qu'on ne les voit plus sur la carte standard, on a des bulles qui sont pleines, mais on voit aussi des bulles s'éclater en arrière-plan, qui déversent cette grande cascade dans le bassin, avec de l'eau qui est très claire, qui a l'air potable. Et ce que j'aime bien, c'est que ça donne l'impression que ça a l'air d'être des plantes qui naturellement filtrent l'eau. Qui la rend potable. Qui la rend potable ou qui la garde propre en tout cas. Et ça, c'est quelque chose cette eau propre, on la retrouve même dans les illustrations précédentes, sur le sélénium, sur les cartes de l'IFEM, sur les cartes de l'IFEM, très bleutée, très claire. Qui sert peut-être même au clan à se laver aussi, on avait parlé de ça, mais grosse différence avec les cartes Forgotten, c'est que globalement, jusque-là, les persos sont très très propres sur eux. Et là, on va vous parler de Neliel. Je te laisse l'aborder car c'est un personnage qui te tient fortement au cœur. Donc c'est un personnage qu'on a pu apercevoir sur le Quiragi, puisque c'est le personnage qui monte la créature sur la carte alternative. Là, le but, c'était de montrer une figure féminine guerrière, un peu comme Mara qu'on a pu voir dans le trailer. La particularité avec Neliel, c'est que c'est de base pas une riftienne, c'est une archante. Alors, le rift faisait partie d'Arcante, mais elle ne faisait pas partie de cette région de Solon, c'était vraiment une militaire. Et sa backstory, c'est que globalement, c'était une haut gradée, mais qui a déserté l'armée pour pouvoir aller aider le clan Mohimas à reconstruire le Rift, ou en tout cas qui se retrouvait plus dans les valeurs d'Arcante. Ça se voit sur son design, on voit qu'elle a une épée sur le côté que les autres Mohimas n'ont pas. C'est une épée en fer du coup. Une épée en fer. Et un matériau qui n'est pas utilisé dans le clan. On peut voir les différentes itérations dans les concept art. L'idée, c'est que je sais que durant les concepts, on a voulu mettre une cape sur le personnage et qu'il fallait que sa silhouette soit apparente, donc ses épaulettes et son épée soient apparentes même à travers sa cape, ce qui en fait un personnage plus ou moins intimidant. C'est une messagère, donc dans le clan Mohimas. Vous aurez noté d'ailleurs depuis le début de la vidéo que chaque membre du clan a vraiment des missions qui lui sont intégrées, en tout cas joue un rôle important. Et celui de Neliel, du coup, donc c'est celui d'être messagère entre les clans Mohimas, entre les clans Mohimas, et aussi entre les autres clans, quand il y a des messages à faire parler, par exemple entre les clans Forgotten ou d'autres clans qu'on découvrira plus tard. Et sur la carte standard, on voit que d'ailleurs dans sa main, elle tient un message. Et autrement aussi, on voit que on a une jeune fille qui lui remet un pendentif, donc probablement un souvenir, un porte-bonheur, pour lui porter chance, surtout quand on sait à quel point le rift ça peut être dangereux. Et du coup, en alternative, on la voit en action, qui est une carte que j'aime beaucoup. Je sais, parce qu'il y a plusieurs niveaux de lecture et que je sais que tu as été à l'origine du brief et de la mise en scène. C'est une illustration qui met Neliel en contexte dans la faille. Donc la faille, c'est cette fameuse grande fissure qui coupe tout le rift en deux, qui est issue de l'explosion du blast. En première lecture, évidemment,
bah, c'est quelque chose de très physique, mais on la voit tout simplement en train d'escalader la paroi du rift. Donc on est déjà dans une performance assez... C'est physique et surtout, elle porte avec elle le message qu'elle c'est doit ça, livrer. En même temps, tu as la lecture elle porte sur elle l'avenir du Rift, donc la nouvelle cause sur laquelle elle est dédiée. à laquelle elle est dédiée, ouais, tout simplement. Et du coup, on peut voir dans le background qu'il y a une seconde lecture, qui sont des drapeaux arcantes qui sont brisés et éclatés à cause de vents violents qui passent dans la faille. Ces drapeaux, c'est un peu le symbole en gros de ce qu'elle était avant, ou des valeurs qu'elle portait avant, Et de et, l'échec aussi et de de l'échec Arcante d'Arcante, et de sa totalement. position dans le passé avec l'armée Arcante qui a un peu échoué dans... Dans Enfin, ses relations diplomatiques ou pendant exactement. la guerre avec Mantris, et qu'elle, elle tente justement, là où les drapeaux sont en contrebas, au fond de la faille, elle essaye Déchiqueté. de déchiqueter, elle Mm. essaye de remonter la pente. Et bah, tu parlais de fardeau tout à l'heure, mais on retrouve cette idée de fardeau qu'elle porte avec elle, d'essayer de réparer d'une certaine façon les erreurs Les erreurs d'Arcante. d'Arcante. Et puis après, bah, il y a un troisième niveau de lecture, mais on ne parlera pas plus parce que il est dans les descriptions lore. Du coup, lisez les descriptions lore. C'est cool. Déverrouiller la carte et, et lisez la description, Et qui est petit très détail qui est intéressant. chouette, mais c'est un petit lien avec ce pendentif, entre guillemets. Donc, ça peut avoir un lien avec ce pendentif, et on voit d'ailleurs qu'elle porte de nouveau le pendentif que cette petite fille lui offre autour du Sur cou. la carte alternative. Ouais. Du coup, là, on passe à un nouveau personnage qui est le personnage de Mara qu'on a pu voir dans le trailer de la saison 3, qui présente ce personnage-là accompagné d'une petite créature qui s'appelle les Créarunes, que vous avez sans doute eu l'occasion de découvrir dans les cartes montrices. Donc là, sur la carte standard, on peut voir le campement de Mara et en train de préparer son arme, de se préparer en fait à continuer le voyage. Bah, du coup, ces illustrations ont été faites par le studio Polar Engine et je trouve que ils se sont gavés sur ces cartes de Mara, notamment en termes de lumière, de light et de rendu. C'est-à-dire qu'on a un rendu très, très propre sur Mara, en tout cas sur la carte standard. Et des couleurs chaudes qui contrastent avec les couleurs plutôt froides et sombres du Du rift, background. ouais, qu'on voit en Car, derrière. car là, on sait, on ressent qu'on est à l'extérieur, alors que jusqu'à présent, on a montré... La plupart des cartes qu'on a montrées étaient des cartes qui sont dans la ruche, dans la grotte. Là, elle est au campement de feu, comme dans les Dark Souls. Là, elle est à la maison, un peu, c'est le petit coin de... Ce petit coin de répit. Un petit coin de répit, Exactement. exactement. C'est marrant que tu dis ça parce que tout de suite après, sur la carte alternative, ils se font attaquer par des mobs. C'est même pas des Pardon. mobs, c'est des personnages d'un autre clan, donc un clan Sigil. Scène d'action, toujours le trailer 3, avec cette fameuse altercation entre bah, le clan Moïmas, ou en tout cas ce petit convoi que protège Mara et auquel fait partie Aurel et Isalis, Exactement. qui est attaqué par un autre clan, Ouais, qui est le le clan des clan Sigil. Sigil. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a quand même une petite transition entre les deux qui est vachement bien faite, qui est dans la préparation. Dans la standard, on la voit en train de préparer son couteau. On sait Il jamais y a si... quelque chose de très sérieux. Enfin, tu vois très bien qu'elle est sur le qui-vive et que tout peut arriver à n'importe quel moment. Et du coup, sur l'alternative, bah, justement, on la voit en action. Ils se font embusquer par des sigils. Là, on la voit en maîtriser. Bah, elle en a maîtrisé un, elle est déjà en train d'en gérer un deuxième. Là, sur l'alternative, on voit très bien que c'est une guerrière assez expérimentée, quoi. Exactement. Et surtout, là aussi, on met l'accent sur l'aspect chaotique de l'environnement. C'est que là, la pluie est d'une couleur iridescente, une couleur plutôt anormale. Les rochers qui flottent et les montagnes plutôt arides. Qu'on retrouve dans le trailer aussi. Les rochers qui Exactement. flottent, parce que c'est là que se cachaient les Les sigils. Sigils, ouais. Techniquement, si on regarde le trailer, on sait que c'est un personnage qui est très proche d'Isalis. En tout cas, que Isalis est présente autour du feu de camp avec elle. Et malheureusement, à la suite de ce combat, ce personnage-là. Mais c'est pour ça que. Et c'est ce qui va déclencher le... Ouais, l'éveil d'Isalis, l'éveil à la magie de la lumière. Mara est une figure. fraternel, une grande sœur, quoi. Ouais, elles ont grandi ensemble au sein du clan. Et. Enfin, elle a accueilli Isalis très tôt, quoi. Ah, c'est des illustrations qui font mal après, une fois que t'as vu le trailer. De fou. De fou, de fou. Surtout la standard. Moi, j'aime bien la standard pour ça. Parce que l'alternative, elle est en action. Ouais. Mais la standard, de l'avoir posée comme ça, soucieuse de ce qu'elle fait et tout, tu sais, c'est des gimmicks que t'as souvent dans les Dans films. un film, ouais, tu te dis, il se passe un truc bizarre, genre Ouais. le personnage va mourir, ou tu le sens, il y a un mood particulier. Ouais, ouais, je exactement. trouve qu'ils ont très bien réussi à illustrer ça pour la Engine, pour le coup. Prochain personnage. Prochain personnage, et là, pas des moindres. Les transitions sont exceptionnelles.
Et du coup, là, on peut parler directement d'Isalis, un des personnages importants du livre, Aussi important que sa sœur, aux ambitions bien différentes. aux ambitions différentes. Ouais. On peut voir Isalis sur son trône de fortune, on peut comprendre les enjeux directement à travers cette carte. C'est vrai que la composition donne beaucoup de réponses, en tout cas à quels sont les enjeux autour du personnage d'Italis. Et quand tu vois la prestance que Heraknote lui a donnée, tu vois très bien qu'elle a tout ce qu'il faut pour... en tout cas qu'elle a une bonne partie des atouts pour devenir une Anne d'Arcante. Elle n'a pas l'environnement encore, mais elle a déjà toute la prestance ou tout le caractère Tout le qu'il faut pour être caractère et une tout le reine. charisme aussi qui va avec. Et Une Malka même, on dit. Pardon. une Malka, oui. Pour rester cohérent avec le lore. Et ce qui est intéressant avec ce personnage-là, c'est que elle se retient pas sur les moyens mis en œuvre pour atteindre son objectif. Hmm. Et on illustre ça parfaitement, enfin, en tout cas, Heraknote a illustré ça parfaitement sur Sur la carte l'alternative. alternative. On la voit manipuler sa magie de lumière qui forme un peu le visage de Solis. Donc on comprend à travers cette carte que très vite, elle était dans des plans de manipulation à travers Aurel, qu'elle envoie infiltrer le trône de Solis. Bah, sur l'illustration, l'enjeu de la carte standard, c'est de dire que on a une Isalis qui vise à récupérer un trône, récupérer une place, en tout cas qu'elle a probablement perdue, enfin qu'elle a pas probablement, qu'elle a perdue. Elle a perdu. Et sur l'alternative, le but c'est de montrer, bah, comme tu l'as dit, les moyens qu'elle met en œuvre, en tout cas pour pouvoir essayer de récupérer cette place. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a été illustrée avec une tenue qui est très similaire à celle de Solis, De Solis. pour vraiment marquer ce côté miroir, mais sauf qu'on la voit justement en train de manipuler l'image de Solis. En termes de lumière, il y a des trucs rigolos entre la standard et l'alternative, parce que sur la standard, on a des jeux de lumière qui sont ouf, et dans l'alternative, c'est Isalis qui maîtrise la Qui lumière. maîtrise la lumière. Et ça, c'est cool. C'est fort. Car Une là, très belle manière de dire que Heraknote est un maître de la lumière. de fou. On peut aussi voir qu'il y a des contre-lights, enfin des rim lights d'environnement. Et là, pour le coup, ces rim lights-là ont une couleur bleutée et on peut penser qu'elle est dans la ruche, en train de s'entraîner à la magie de la lumière. Là, c'est une référence directe d'ailleurs à une scène du tome 2. Du tome 2. Du coup, on termine pas sur Isalis sur cette vidéo. On termine sur un autre personnage qui est, Ouais. en termes d'importance, un tout petit rang au-dessus au sein du clan. Malgré que Isalis soit un personnage principal du livre, au sein du clan, ça reste Groma qui fait figure d'autorité, qui est la chef du clan. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en une seule image sur la carte standard, on le ressent directement. Et je trouve qu'Heraknote a vraiment saisi l'importance et le charisme de ce personnage-là. C'est une vieille femme avec une canne. Elle n'a aucune expression, elle est plutôt neutre. Mais le fait qu'elle soit entourée par sa garde, par les personnages qu'on a vus d'ailleurs sur les cartes précédentes, donc il y a Jolo, Neliel, Isadis, et juste le fait qu'elle soit entourée par ces personnages-là, qu'elle n'ait aucune émotion, tu comprends qu'elle envoie du lourd. Là, ce qui se passe sur la standard qui est assez cool, c'est de les voir tous marcher dans une seule direction, avec Groma au centre qui relie tous les personnages, qui est un peu la figure de la philosophie, l'ambition du clan. Ça se voit pas forcément, mais techniquement, là, ça manche est vide sur l'illustration standard et alternative. Mais il y a une histoire qui est vachement cool derrière ce petit détail. Pour ceux qui ont lu le tome 1, vous savez qu'il y a un personnage qui s'appelle Niven qui vit à Mantris et qui a fait partie dans le passé du clan Moïmas. Dans les illustrations qu'on peut découvrir de Niven dans la collection Mantris, on peut voir que le personnage il a des excroissances de végétation. C'est le résultat de son combat contre Groma à cause des dérèglements qu'il y a dans le Rift. Elle a subi en fait cette métamorphose-là physique. Son sort qui a mal tourné. Son sort qui a mal tourné, qui s'est retourné contre elle du coup. Sur les premiers concepts de Loris, en fait, Groma avait 2 bras. Donc, Et ouais, c'est que très tard qu'on s'est rendu compte qu'on avait oublié de lui retirer un de ses bras. c'est vrai. On n'en a pas parlé, mais il y a eu beaucoup de travail de concept pour définir quelle était la direction visuelle du clan, comment ils étaient habillés et tout ça. Et ces concepts, ils sont pas partis de Jolo, ils sont partis de Groma, parce que c'est la chef du clan, et on s'est dit que d'elle devaient découler les tenues des autres personnages. Donc sur la carte standard, on a une belle représentation, une démonstration de puissance avec le nombre de personnages, Groma qui est au centre. Sur l'alternative, le but c'était de montrer une autre manière de montrer la puissance du clan, ou ce qui fait sa force, au travers d'une cérémonie, donc, qui implique d'ailleurs un personnage principal de la saga qui est Aurel. Le but c'était de donner aussi un début de piste ou de compréhension à pourquoi il s'appelle le clan des lames. Là, on voit que Groma, justement, elle tient une espèce de dague ou une lame cérémonielle dans sa main qu'elle tient levée.
Donc, est-ce qu'elle va cramer Aurel avec? Est-ce qu'elle va le marquer? Ou est-ce que la cérémonie est déjà terminée? On ne sait pas trop. Libre d'interprétation. Et là, ce qui est intéressant, c'est que en termes de composition d'image, en termes de lecture et de hiérarchie, on peut voir que malgré que Groma soit le personnage central de la carte, elle regarde la lame et la lame est au-dessus de Groma, au-dessus d'Aurel et mine de rien au-dessus de toute la composition. C'est une façon de dire que le clan passe au-dessus de Groma et du reste des personnages. Parce que du coup, jusque-là, on n'a bien parlé que d'un clan, le clan des lames, mais il y a plein d'autres tribus. Et ce qui est cool, c'est que cette lame, elle rappelle les autres tribus, en fait, d'une certaine manière. Et pour résumer, cette carte est forte en symbolique parce que on se rend compte que tout est fait pour mettre en avant la lame et mettre en avant le clan. Et si je devais choisir une carte qui représente tout le clan Moïmas, ça serait cette carte-là, sans hésiter. J'avoue que moi, je sais pas trop laquelle ce serait ma préférée, ou en tout cas celle qui serait la plus représentative du clan. J'ai du mal à choisir. Je pense qu'il y aurait peut-être la standard de Groma. Il y a Neliel que j'aime beaucoup, mais c'est presque plus perso. Et sinon, je dirais peut-être la carte alternative du Sélanium, Ouais. où je trouve que t'as vachement... On retrouve aussi dans l'agricultrice, mais tu as vachement cette idée de reconnexion avec l'environnement. Que les Moïmas essayent de mettre en œuvre dans le rift, de refleurir le rift qui est mort, et malgré tout, tu as cet espoir d'essayer de recréer quelque chose. Moi, je pense qu'on en a fini pour le clan Moïmas pour cet épisode. On a fait le tour des cartes. On espère que cet épisode vous aura permis de vous immerger dans le clan Moïmas et puis de découvrir plus en profondeur les personnages qui composent ce clan. Si jamais vous avez une petite idée de ce qui se passe lors du rituel de Groma, n'hésitez pas à nous faire savoir dans les commentaires. Et sinon, on se retrouve bientôt pour le prochain épisode de Behind the Cap. Ok. Donc on a fait à peu près le tour du clan Moïmas. On rigole trop ouais, là, ça rigole trop, c'est bon, putain. Vas-y. On a fait à peu près... C'est bon? C'est bon, tu me dis... Vas-y, souffle, mec, tu me dis quand c'est bon. C'est bon. Je pense. Oh non. Je le regarde pas, je pense. Il fait rire. Qui était très pertinent pour le coup. Et vas-y. Non, le truc c'est que j'ai l'impression de Attends, touche pas. Touche pas mon siège. Ouais, c'est ça. C'est ça, il n'y a pas de négatif. Il n'y a rien de négatif, mais je mets du poids pour bien faire, tu vois. C'est de l'exigence, mais... Oui, mais t'es trop exigeant, tu le sais. Ouais, faut qu'on en parle. Là, ça, Putain, mais c'est moi qui suis chiant. Allez, let's go.